Monsieur le professeur, chers consoeurs, chers confrères et mesdames, messieurs, chers amis. Laissez-moi d'abord, bien sûr, exprimer ma sincère gratitude et ce grand honneur d'être officiellement installé aujourd'hui au sein de notre illustre Académie des sciences d'outre-mer. Je tiens à remercier tout particulièrement le professeur Marc Gentilini de m'avoir parrainé et présenté devant vous, comme il vient de le faire, il y a quelques instants, de façon peut-être trop généreuse. Pendant les 12 années où le professeur Gentilini a assumé cette présidence de l'Académie de l'Aube, j'ai énormément apprécié de travailler avec lui, non seulement en raison de sa remarquable expérience professionnelle, mais aussi pour la chaleur et la qualité de ses relations humaines. Ainsi, avons-nous pu développer ensemble beaucoup d'activités d'intérêt général, multipliant les liens avec d'autres institutions, nationales et internationales, de sociétés savantes, françaises et étrangères, outre-mer notamment, diversifiant nos ouvertures à des milieux et à des thèmes variés, dans le champ fondamentalement pluridisciplinaire de la gestion des ressources en eau, de leurs nombreux usages en France et à l'international. Je veux également remercier la famille, les proches, les amis de Jacques Barra, qui est ici sur l'écran, parmi nous, pour les précieuses informations qu'ils ont bien voulu me communiquer et par leur présence aujourd'hui parmi nous. Mes remerciements vont aussi à l'équipe de l'Académie des sciences d'outre-mer qui m'a beaucoup aidé, documenté et conseillé dans ces circonstances particulières. À vrai dire, j'éprouve un sentiment à la fois de fierté mais d'émotion en succédant ici au siège du professeur Jacques Barra, disparu prématurément le 6 août 2013, encore relativement jeune. Je n'ai pas eu la chance de le connaître, mais au cours de ces derniers mois, je me suis attaché patiemment à suivre pas à pas son parcours personnel et professionnel, et j'ai été véritablement fort impressionné par la qualité, la diversité, l'originalité de ses travaux, par la densité et la multiplicité de ses activités, son inlassable curiosité et son dynamisme, lui donnant un rayonnement international sur tous les continents, en particulier à travers son attachement tout à fait remarquable à la France, son pays, et la francophonie, comme en témoignent les multiples fonctions qu'il a brillamment exercées durant une très riche carrière en France et à l'étranger. Jacques Barra était né le 5 août 1942 sous le signe du zodiaque du Lion, à Paris, au cœur du quartier latin, rue Gay-Lussac, tout près de l'Institut de géographie. Peut-être était-ce là d'ailleurs un premier signe prémonitoire de son destin professionnel. Il n'est pas non plus sans intérêt de noter que sa famille maternelle était normande, attachée à la branche depuis des siècles, et que son père était franco-britannique, plus précisément d'origine écossaise, ce qui n'est certainement pas pour rien dans l'ouverture au monde dont il a fait preuve dans de nombreux domaines durant toute sa vie. Dans sa famille, Jacques Barra était le cadet d'un frère aîné qui avait une dizaine d'années de plus que lui et qui était un très brillant élève dans les matières scientifiques, puisque ce frère aîné fut lauréat au concours général, élève à l'école normale supérieure, et c'est sans doute pourquoi, durant sa jeunesse et le début de sa carrière, Jacques Barra a voulu d'autant plus s'affirmer à sa manière, de façon différente, en fonction de sa propre personnalité. Son père, docteur en médecine, qui voulait suivre de près les études de ses enfants, plutôt que de le mettre à l'école maternelle et primaire, préféra le confier à des précepteurs. Un précepteur ecclésiastique pour les lettres lui enseigna très tôt le grec ancien et le latin, et un laïc pour les cires des langues perfectionna son anglais, une langue qui était largement pratiquée dans sa famille, vu ses origines, mais il lui apprit aussi l'italien. Cette connaissance des langues que Jacques Barra, véritable polyglotte, enrichira plus tard avec le roumain, mais aussi l'arabe, fut un précieux atout par la suite durant sa carrière, notamment pour mieux promouvoir la francophonie. À l'époque que nous connaissons, la mondialisation des échanges, la mondialisation de la communication, à la fois imagée et instantanée. Jacques Barra eut la chance de faire ses études secondaires dans deux lycées prestigieux, tout proches de chez lui, le lycée Henri IV et le lycée Louis Grand,
ou étant d'ailleurs à peu près du même âge que lui, je l'ai sans doute croisé dans la cour de l'école. Sous l'autorité paternelle, qui à cette époque était grande dans les familles françaises, il vit 2 ans au High School d'Oxford, dans le pays de ses ancêtres, où il dévora les livres de Jules Verne, qui, paraît-il, disait-il, éveillèrent sa curiosité, sa vocation de géographe, de grand voyageur, et même d'explorateur, compte tenu de son goût marqué pour l'aventure et pour la découverte. Après un baccalauréat brillamment réussi, il resta à ce lycée Louis Grand, mais en classe préparatoire scientifique, toujours sous l'influence de son père. Certes, il aime les mathématiques, mais il a moins de goût pour la physique et la chimie. C'était d'ailleurs un peu mon cas. C'est pourquoi, par son libre choix, il décide alors de traverser la rue Saint-Jacques pour s'inscrire à la Sorbonne, non pas à la faculté des sciences, mais à la faculté des lettres, où il obtient successivement la licence ès-lettres, puis un certificat d'études pratiques d'anglais et un autre d'italien. C'est alors que s'affirme cette vocation de géographe, qui le marquera tout le reste de sa vie, puisqu'il obtient successivement un certificat de démographie et 2 certificats de géographie, l'un de géographie humaine, l'autre de géographie tropicale. Et il prolonge ce cursus déjà riche, délibérément pluridisciplinaire, par l'histoire, qui le fera devenir plus tard membre de l'Académie du Second Empire, par les sciences politiques à l'Université d'Oxford et par les études latines à l'Université de Pérouse. Entre 1966 et 1970, il est à la fois chargé de cours à la Sorbonne et maître de conférences à l'Institut international d'administration publique, l'ancienne école coloniale, aujourd'hui intégrée à l'ENA, et professeur d'histoire-géographie, responsable du cycle d'économie à l'école des Roches de 1968 à 1976. Durant ces mêmes années, il entreprend de très grands voyages en Asie, où son tempérament de découvreur aventureux l'amène à se rendre en Chine pendant la révolution culturelle. Il le fait en véhicule 4x4 et il visite ainsi à 5 reprises l'Afghanistan, où d'ailleurs la France avait des professeurs une coopération assez étroite dans le domaine hospitalier, déjà, et encore aujourd'hui. Ce qui lui permet de découvrir l'Asie centrale et de nourrir d'ailleurs sa thèse intitulée Kaboul, capitale de l'Afghanistan, brillamment soutenue à l'université de Paris 4 en 1970. Le voilà donc docteur en géographie. Il devient alors directeur de séminaire au secrétariat des missions d'urbanisme et d'habitat de 1970 à 1974, à l'Institut d'urbanisme de l'université Paris-Dauphine de 70 à 72, et même à l'école des Beaux-Arts de 72 à 75. Entre 1972 et 1987, il sera aussi professeur, puis directeur des études à l'Institut libre des relations internationales, ILERI. C'est également à la fin des années 60 qu'il est nommé maître assistant dans le premier groupe de géographes de l'Université expérimentale de Paris 8 Vincennes, créée à la suite de la réforme audacieuse menée par Edgar Faure, ministre de l'Éducation nationale, après mai 68. Certes, c'est là une expérience innovante qui séduit la personnalité de Jacques Barrat, car il s'agit de démocratiser cet enseignement supérieur, de renouveler ses méthodes, d'accueillir des non-bacheliers. Mais il est alors considéré comme un mandarin, à tort, et Jacques Barrat y rencontre de grandes difficultés, ce qui l'amène à rechercher bientôt une autre affectation, qui d'ailleurs se révélera tout à fait décisive. Ainsi, en 1972, est-il nommé maître de conférence à l'université de Paris 2, Panthéon-Assas, pour réanimer et animer des séminaires de l'Institut français de presse, l'IFP. Des séminaires plus spécialement consacrés aux médias dans les pays en voie de développement. Tout en créant une structure de recherche sur les médias en Afrique et en Asie, il rédige alors sa thèse de doctorat d'État sur la géographie des médias. Très apprécié par le jury présidé par l'éminent juriste Roland Drago, membre de l'Institut, sa thèse remarquable vaut à Jacques Barrat d'être nommé professeur à Paris 2, où il est par la suite, il n'a jamais cessé d'enseigner la géopolitique. Tout comme aussi à l'École supérieure de guerre, au Collège interarmé de défense, au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, ainsi qu'à l'Institut des hautes études de la défense nationale. L'infatigable curiosité de ce chercheur original
le conduit à travailler à la compréhension non seulement des médias percés, mais de ses conséquences sur les diverses sociétés francophones et à l'échelle mondiale. Il devient de la sorte le spécialiste incontesté de la géographie des médias en Afrique et un théoricien, véritable précurseur de la géopolitique de la francophonie. Cette expertise pluridisciplinaire exceptionnelle s'allie à une finesse et à une perspicacité peu commune dans les problématiques géostratégiques. En témoignent de multiples articles et de nombreux ouvrages, dont 2 ont obtenu les prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Jacques Barra, parallèlement, continue à s'intéresser à l'Asie, pas seulement à la Chine, mais à toute la région et à la Chine après la révolution culturelle qu'il avait déjà visitée. À partir de 1979, il y enseigne régulièrement chaque année la géopolitique des médias à l'université de Pékin. L'Asie du Sud-Est lui est familière. La Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, où il s'est rendu dans tous ces pays à plusieurs reprises. Jacques Barra avait un tempérament de pédagogue. Il enseignait avec passion, de manière claire et convaincante. Ses innombrables étudiants, français ou étrangers, ont tous été profondément marqués et reconnaissants de la formation qu'il a su leur donner. Il avait aussi un certain talent de conteur, qui possédait ce don inné et l'art de la communication, manifesté et renforcé tout au long de sa carrière. Par la suite, ce brillant universitaire, géographe, grand voyageur, polyglotte, devient officiellement diplomate, détaché à 2 reprises de l'éducation nationale au Quai d'Orsay. D'abord, entre 1993 et 1997, en qualité de secrétaire général de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, auquel il avait déjà participé dès sa création par le général de Gaulle en 1969. Ensuite, de 1998 à 2001, co-chef de mission de coopération et d'action culturelle près l'ambassade de France en Roumanie, directeur de l'Institut français de Bucarest. À vrai dire, dès 1990, Jacques Barra avait d'ailleurs contribué à la réouverture de ce pays de tradition latine, naturellement francophile et francophone, dans le cadre de la Fondation européenne Nicolae Titulescu. Là encore, il est possible que j'ai rencontré Jacques Barra à Bucarest, puisqu'à la même époque, j'ai été amené à effectuer plusieurs missions de coopération auxquelles le professeur Gentilini a bien voulu faire allusion pour développer la coopération bilatérale franco-roumaine dans le domaine de l'eau, qui continue d'ailleurs très activement. Parallèlement à ses activités universitaires et diplomatiques, pourtant déjà considérables, Jacques Barra a été aussi associé à la vie politique française et internationale, notamment comme chargé de mission auprès de Michel Joubert, ministre des Affaires étrangères et président du mouvement des démocrates de 1974 à 1979. Il fut aussi un collaborateur de Jean Le Canuet à la Commission des Affaires étrangères au Sénat, de 1981 à 1984. Enfin, mais surtout, comme conseiller au cabinet de Pierre Messmer, ancien Premier ministre devenu président de l'Institut de France, dont il fut un conseiller scientifique très écouté pendant plus de 20 ans. Avec Pierre Messmer, il s'est rendu très souvent en mission dans la plupart des pays francophones, notamment en Afrique subsaharienne et au Maghreb, aidé bien sûr par sa connaissance de la langue et du monde arabe auquel il était très attaché. C'est ainsi qu'en septembre 2006, il créa au Burkina Faso l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication, l'IPERMIC, dont il devint co-directeur français. Puis en décembre 2006, dans la même veine, il a participé à l'inauguration d'un institut comparable à Hanoï, au Vietnam. Jacques Barra a eu le talent de mener avec succès cette double carrière, peut-être même triple carrière, à la fois universitaire, de diplomate et de fin politique. Tropicaliste de formation, il avait le sens du concret, l'expérience de terrain des nombreux espaces qu'il avait visités, étudiés, analysés au fil des années d'activité de géopoliticien, soucieux de spatialiser les phénomènes qu'il a décrits avec la rigueur d'un scientifique et la clarté d'un explorateur photographe. En sa qualité de diplomate, il a été un observateur attentif et avisé sans complaisance de la francophonie. Des périls qui la menacent, mais aussi de ses atouts pour la sauvegarde de notre langue, pour la pérennité de notre culture, pour le rayonnement de la France,
pour sa singularité dans le concert des nations, car toutes les nations sont désormais confrontées à ce puissant phénomène de mondialisation des échanges, des biens, des services et même des populations, avec, en outre, l'irruption des nouvelles technologies de l'information et de la communication que nous connaissons bien. Pour Jacques Barra, parler français, c'est une manière d'appréhender, de comprendre, d'écouter, de communiquer et d'agir. C'est un comportement, un humanisme dont la portée est universelle. C'est pourquoi tant de pays si divers sur les 5 continents apprécient de faire partie de la francophonie, devenue aujourd'hui une entité internationale qui compte de plus en plus sur la scène mondiale. Ainsi, en 1997, alors qu'au 7e sommet de la francophonie, tenu à Hanoï, Vietnam, est élu le premier secrétaire général de la francophonie, la personnalité égyptienne Boutros Boutros-Ghali, Jacques Barra publie son livre sans doute le plus représentatif de sa personnalité et de son œuvre, La géopolitique de la francophonie, préfacé par Pierre Messmer. Il apparaît alors comme universitaire, précurseur visionnaire, je le répète, qui sut élever la francophonie au niveau de la dimension géopolitique. D'ailleurs, en 1998, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu l'Organisation internationale de la francophonie en qualité d'observateur officiel et a instauré avec elle une fructueuse et durable coopération. Permettez-moi à ce stade de citer quelques phrases de Jacques Barra dans la conclusion de son deuxième ouvrage paru en 2004, intitulé « Géopolitique de la francophonie, : un nouveau souffle, point d'interrogation », préfacé à nouveau par Pierre Messmer avec une introduction de Maurice Druon. Voilà les propos de Jacques Barra. Le français est aussi et surtout porteur d'une culture qui a très largement et très profondément contribué à l'édification du monde moderne. Depuis la décolonisation, il a incarné des combats contre l'injustice et pour le respect des faibles et des opprimés. Il a véhiculé des valeurs universelles, comme la paix, le respect des droits de l'homme, la valorisation de la science et de la culture. Un peu plus loin dans le même texte, il ajoute, parlant toujours du français, « champ d'écoute des diversités de toutes sortes, la francophonie est par essence vouée au dialogue, au compromis, à l'entente et donc à la négociation. Alors que des tensions de toutes sortes et à tous les niveaux d'échelle ont remplacé les tensions entre nations traditionnelles, la francophonie est une fois de plus unique. Elle offre en effet des possibilités spécifiques d'écoute, de compréhension, de respect, de complicité intellectuelle et de débat. Celles-ci sont rendues plus faciles qu'ailleurs grâce à un patrimoine commun, la langue française, parce que cette langue véhicule en matière de fonctionnement avec ce que cette langue véhicule en matière de fonctionnement intellectuel et de pratique culturelle. Si je peux me permettre, le cas de la Nouvelle-Calédonie qui vient de nous être présenté est particulièrement instructif à cet égard. Au fil de cette carrière exceptionnelle et de sa vie personnelle, Jacques Barra a multiplié ses engagements dans de nombreuses associations de promotion de la francophonie notamment. Il fut président de l'Alliance des enseignants et chercheurs francophones, président du Forum académique franco-roumain, directeur de l'association Mouv'Martel France-Europe-Asie, président de l'association culturelle et de coopération franco-chinoise, directeur de l'association La Valette France-Roumanie et France-Vietnam. Il était aussi membre de la Société de géographie et de la Société des explorateurs français. En 2009, il devient conseiller scientifique et diplomatique de l'Institut international d'études stratégiques, puis de l'Académie des géopolitiques de Paris. Par ailleurs, Jacques Barra, véritable force de nature, était aussi un sportif chevronné, passionné de voile, de chasse à tir, de chasse à courre, veneur depuis toujours à l'équipage de Bonnel-Rambouillet. Ce qui l'a conduit d'ailleurs à réaliser en 2007 un livre abondamment illustré intitulé La vénerie française, un patrimoine d'avenir, préfacé par Maurice Druon et Arnaud d'Autrive, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. La liste des principaux ouvrages réalisés par le professeur Jacques Barra au fil de sa carrière est tout à fait impressionnante, commençant par Kaboul, capitale de l'Afghanistan, sa thèse en 1970, Géographie des grandes puissances en 1981, Diversité des tiers-mondes et médias en développement en 1992,
géopolitique de la francophonie, je l'ai déjà cité en 92.